on va laisser passer une dizaine de secondes parce que les premières 10 secondes d'une cassette ne sont jamais très bons. Parfois ça se raye, parfois il y a des problèmes mécaniques au début des cassettes, etc. Donc on attend un tout petit peu. Puis je vais vous demander de vous présenter. Je m'appelle Mamadou Bouakarba. Oui. De nationalité. Je suis de nationalité mauritanienne. Et vous êtes né quand? Je suis né en 1954 à Sinthiane Padalala. C'est dans la région du Gorgol, dans le département de Magama. D'accord. Alors raconte-nous un peu votre enfance en Mauritanie, dans ce village-là. Donc je suis né en fait, peut-être vers 1954. Bon, à Sinthiane, c'est un petit village, un village sur le bord du fleuve Sénégal. Et à l'époque, la vie était belle. Parce qu'il pleuvait beaucoup, il y avait les inondations, donc après les cultures de décrue, donc vraiment, il y avait du poisson, il y avait de la viande, il y avait du lait. Vraiment, il n'y avait pas de manque, parce que ce n'était pas encore la sécheresse. Donc j'ai grandi dans cette ambiance-là jusqu'à l'âge de 7 ans, 6 ans, 7 ans, je suis entré à l'école, à Wali, donc à quelques kilomètres de Sinthiane. Donc j'ai fait là une partie de mon école primaire, donc CP1, CP2 jusqu'au CM1. Après, il y a eu des problèmes, nous n'avons pas eu d'enseignants, donc mon papa m'a envoyé à Nouakchott, donc vivre avec un de ses cousins et continuer l'école là-bas. Donc j'ai fait le CM2 à Nouakchott et j'ai fait le lycée. Ok. Dis-moi un peu plus, les bas à Sinthiane, c'est qui? Les bas à Sinthiane. Oui, c'est les chefs du village. Ah oui. Nous sommes en fait des Deniankobé. Les Deniankobé, c'est en fait une dynastie qui a régné sur tout le Fouta pendant 3 siècles et quelques. Ah. Donc nous sommes descendants de Koli Tengela. Koli Tengela, c'est un grand guerrier donc, qui a fondé l'empire du Fouta. Donc la famille régnante s'appelle, donc le roi c'est le Satigui. Donc en fait, moi je suis descendant donc, de cette famille-là. Et chez nous, ici à Sinthiane, donc nous sommes les chefs du village. Donc en fait, nous sommes les chefs de cette zone-là. Donc c'est la famille Ba, qui est une famille un peu qui a été régnante dans le Fouta. Avant la révolution Torodo de 1776, en fait, qui a déposé donc les Satigui et qui a instauré un pouvoir théocratique. Et Sinthiane, c'est combien d'âmes à l'époque où on parle? Je ne sais pas très bien, vraiment, je ne sais pas, on n'a jamais fait de statistiques. Moi, je crois que ça doit faire autour de 5000 âmes peut-être, maximum. Oui, donc c'est un village quand même, une certaine taille. Village, oui, un village assez grand. Oui, assez grand. D'accord. Donc dans le village, il y avait juste une école pour les 3 premières classes, vous avez dit? Non, en fait, moi d'abord, je n'étais pas scolarisé à Sinthiane, parce que quand moi j'ai eu l'âge d'aller à l'école, je suis allé à Wali. Mais ensuite à Sinthiane, il y a eu une école à Sinthiane après, 2 ans après. Donc, je crois que c'était nous, on est entré en 1960, donc en 1962, il y a eu une école à Sinthiane. Bon, mais c'était des écoles, il y avait juste 2 classes, généralement, 2-3 classes. Et vous n'avez pas fait l'école coranique? Si, comme tout le monde, j'ai fait l'école coranique. Donc, j'ai fait l'école coranique d'abord avant de commencer l'école française. Et ensuite, quand j'étais inscrit à l'école française, le soir aussi, j'allais souvent faire l'apprentissage du Coran chez le marabout. D'accord. Et votre père faisait quoi dans le village? Il était le chef? Bon, en fait, mon père n'était pas vraiment le chef parce qu'en fait, chez nous, le chef c'est le plus grand, le plus âgé. Donc, mon père n'étant pas le plus âgé, il n'était pas lui le chef du village. C'était enfin un de ses hommes qui était chef du village, en réalité, à l'époque. Mais mon père, souvent, il allait au Sénégal pour faire du commerce, un peu en Casamance. Il allait faire un peu de commerce, il allait, saisonnier, quoi. Il allait, puis il revenait pendant l'hivernage pour faire les cultures. Donc c'était un homme qui était un peu aisé en fonction du travail qu'il faisait en plus. C'était un commerçant? On faisait un petit commerce. Ce n'était pas vraiment un grand commerçant, mais il faisait quand même un commerce qui faisait quand même qu'on était suffisamment à l'aise. D'accord. Et vous étiez nombreux les enfants dans la famille? Oui, nous sommes une famille assez nombreuse parce qu'à l'époque nous étions déjà une dizaine. Nous sommes 5 garçons et 5 filles, je crois. Bon, maintenant, il y en a encore, on a d'autres plus petits là, donc on est maintenant près d'une famille de 14 enfants. 14 enfants? Ouais. De la même, non, même père? Du même père, parce qu'en fait, nous, de la même mère, nous sommes presque 9, ou presque 10 en fait, on va dire 9, parce qu'en fait, on a un frère à nous, qui est un demi-frère à nous, mais qui est presque un frère à nous, parce qu'en fait, qui est élevé par notre mère, donc en fait, qui n'a pas connu sa mère. Donc en fait, pour nous, c'est un peu notre frère. Donc on considère que nous, on est 10. Et donc après, mon père s'est marié ensuite avec une femme plus jeune. Donc il a eu des enfants qui sont un peu plus jeunes là. Et pourquoi votre père voulait vous envoyer dans l'école française, aller à Nouakchott, tout ça?
Moi, je crois que on a eu la chance peut-être d'avoir un père qui a assez vite compris quand même la vie, parce qu'il est beaucoup sorti, donc il a beaucoup voyagé, et il pense qu'il a su en fait l'intérêt peut-être d'envoyer les enfants à l'école. Donc, et je crois que lui aussi, il a regretté un peu justement n'avoir pas pu être à l'école, parce que lui aurait dû être envoyé à l'école parce qu'il y avait une école de fils de chef, donc il aurait dû y aller. Mais comme il était fils unique de son père à l'époque, et c'était un cousin à son père qui était le chef du village, qui est mon grand-père, le père de ma mère, donc il a dit qu'il ne voulait pas l'envoyer à l'école parce que sinon la maison de son oncle allait se vider, parce que quand il va partir, il n'y aura plus personne. Donc c'est pourquoi mon père n'a pas été à l'école, et ça l'a beaucoup frustré. D'autant plus que c'était un homme qui vraiment était très intelligent, donc ça l'a frustré, et c'est pourquoi je crois il a tenu à nous envoyer pratiquement mes frères et moi tous à l'école. Donc moi j'ai mes deux frères, j'ai mon frère qui est médecin, j'ai un autre qui est professeur ici à Reims, bon, j'ai un autre qui est ingénieur qui est aux États-Unis, bon, un autre qui a eu son bac aussi qui est là, donc on a tous été à l'école. Donc une famille bien éduquée qui a... Oui, tout à fait. C'est surtout comparé au milieu du village où vraiment les gens avaient des difficultés à envoyer leurs enfants à l'école, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que même pour vous dire, moi en fait je suis allé à l'école à la place de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a un monsieur donc, qui a été inscrit à l'école, et son père est venu voir mon père pour lui demander si je ne pouvais pas prendre sa place. Donc je suis allé à sa place et je répondais à son nom au début, quand j'allais à Wali. Donc quand on l'appelait, il s'appelait Konda Abdraman, et quand on disait Konda Abdraman, je répondais présent. Donc après, finalement, le maître qui était un cousin à notre famille, bon, a su que ce qui se passait. Bon, il a convoqué mon père pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe. Ben, mon père lui a expliqué, bon, c'est des choses qu'on connaît là-bas. Donc finalement, c'est après qu'on est parti à Magama, donc on a changé, on a mis mon nom. Donc vous voyez, moi, je n'étais pas inscrit, parce que j'étais assez jeune à l'époque, mais donc je n'étais pas inscrit, donc j'ai pris la place de quelqu'un d'autre. Et vous, l'école, ça vous a plu, visiblement, vous avez bien avancé là-dedans. Oui, il faut dire que dès qu'on a commencé, j'étais parmi les meilleurs de la classe quand même, c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai bien appris. D'accord. Et votre père, il ne vous poussait pas à aller dans les champs. Bon, le fait d'être commerçant, ça veut dire que c'était moins une préoccupation. Non. Mon père, il a toujours tout fait pour qu'on réussisse à l'école. Bon, parle-nous un peu des rapports à Saint-Yann, donc entre vous êtes la famille Poulard. Il y avait certainement des morts dans la région. Non, il n'y en avait pas. Dans le village, il y avait non, il n'y en avait pas. Il n'y avait que des Halpulaar dans le village. D'accord. C'est le village du Fouta où généralement vous ne trouvez que des Halpulaar. Comme c'était uniethnique. Ah oui. Et à l'époque, est-ce que vous sentiez qu'il y avait quand même un peu de pression, discrimination quand vous êtes allé à Nouakchott non, au début non, parce que moi je suis allé à Nouakchott, j'avais peut-être quel âge? J'avais l'âge de 12 ans peut-être, je suis allé à Nouakchott. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, la situation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, d'abord à l'école, ce qu'on apprenait c'était vraiment le français en réalité, c'était vraiment la langue dominante qu'on apprenait, c'était le français. On apprenait l'arabe, mais c'est vrai, mais c'était vraiment très accessoire. Donc il n'y avait pas de différence réellement entre les Maures et les Noirs à ce moment-là, parce que nous étions tous à égalité face à la langue française. Donc on ne sentait pas de discrimination encore à ce niveau-là. D'abord j'étais assez jeune pour comprendre certaines choses, mais à l'école il n'y avait pas de problème, donc on s'amusait avec les enfants Maures, on s'amusait tous ensemble. Bon, j'ai commencé à sentir ça plus tard, quand je suis allé au lycée. C'est vrai quand je suis allé au lycée, parce que donc, je suis allé au lycée après les événements de 66. Et c'est vrai qu'après les événements de 66, ça a amené un peu une radicalisation. 66, vous aviez 12 ans à ce moment-là. Bon, oui, j'avais 12 ans. Donc en fait, on a compris un peu, il y avait une revendication chez les Maures. Donc globalement, on sentait chez les Maures une revendication de l'arabité. Et une revendication de l'introduction de plus en plus massive de l'enseignement de la langue arabe dans le dispositif éducatif. Bon, nous, à l'époque, on ne savait pas très bien, mais en fait, on résistait comme on pouvait pour nous, parce qu'on se disait qu'en fait, nous n'étions pas des Arabes. Donc, si en fait l'arabe prédominait en Mauritanie, c'était une façon de faire en fait prévaloir la communauté maure sur les autres communautés négro-africaines. Bon, donc on a résisté comme ça à l'époque, et malheureusement, on n'a pas senti les choses vraiment venir, parce que nous n'étions pas vraiment organisés, malheureusement. C'est-à-dire que nos aînés n'étaient pas suffisamment organisés, je crois qu'ils étaient suffisamment endormis par les Maures, qui savaient ce qu'ils voulaient réellement, et qui avaient un objectif bien défini, et qui aussi avaient le pouvoir donc politique, donc qui avaient le moyen de faire ce qu'ils voulaient. Donc je pense que malheureusement, on a dû subir par la suite.
Parce que moi, quand je suis allé au lycée, c'est vrai, c'est allé crescendo là maintenant. Chaque année, on prenait des mesures, on prenait des réformes, on faisait des réformes. Et les réformes introduisaient chaque jour un peu plus donc la proportion de l'arabe dans l'enseignement. Oui. Jusqu'au moment où c'est devenu... Voilà, en grande application, jusqu'à ce que ce soit devenu vraiment un vrai handicap pour le négro-africain. Oui. Voilà. Et ça a dégénéré en 1979. Quand finalement cette réforme-là qui a été faite justement pour un peu endiguer cette masse de négro-africains est arrivée à son terme, on est allé à l'examen d'entrée en 6e et pratiquement il n'y a presque pas eu de négro-africains qui ont réussi. Et ça a dégénéré, il y a eu un peu de la casse, il y a eu beaucoup de problèmes et ça a dû amener certains réaménagements au niveau du pouvoir pour essayer un peu aussi de satisfaire cette communauté négro-africaine-là qui avait une revendication maintenant, c'est-à-dire qu'on valorise leur langue. Donc ça c'était sous Haïdallah et donc il a pris la décision donc de mettre en place ce qu'on appelle l'Institut national, l'Institut des langues nationales. D'accord. Mais ça, vous aviez déjà 25 ans. Ah ouais, là j'étais déjà grand. C'est plus tard. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé au niveau du bac à l'époque où vous l'avez fait. Ouais. Vous avez 18 ans. Ouais. Bon, moi j'ai eu un baccalauréat C. J'étais donc scientifique, un bac mathématique à l'époque. Bon, nous on n'a pas eu beaucoup de problèmes parce que, étant scientifique, nous ressentions moins les coefficients de la langue arabe. Parce que la langue arabe était plus importante dans les séries littéraires. Ouais. Bon, moi étant scientifique, c'est vrai que ça nous a un peu handicapés, c'est vrai par rapport à nos collègues morts, qui eux, parce qu'on avait quand même une épreuve d'arabe. Mais l'épreuve d'arabe, je crois qu'elle devait être notée sur 20 ou sur 40, donc c'était pas beaucoup. Donc si on était assez bien préparé, on pouvait réussir même si on n'avait pas une bonne note en arabe. Et c'est comme ça que c'est passé. Et après le bac sciences, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous aviez, c'était en 63, 62, 63, là? Le bac? Oui. Le bac, j'ai lu en 74. En 74, j'ai eu le bac en 74? Mais oui, en 62, 63, j'étais au CE1, même pas. Ah oui, d'accord. Calcul mal. Excusez-moi. 73, 74. Donc en fait, j'ai eu le bac en 74. Après, je suis allé au Maroc. J'ai fait une école d'ingénieur pendant 3 ans, une école d'ingénieur d'application, de télécommunication. Donc j'ai fait 3 ans dans une école qu'on appelle l'École nationale de postes et télécommunications, l'NPT. Vous avez fait un concours pour arriver à... Non, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai été sélectionné au niveau de la Mauritanie. Parce que d'abord, le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bacheliers en Mauritanie. Et comme on avait beaucoup de pays qui nous donnaient beaucoup de bourses, donc si tu es bachelier scientifique, pratiquement, tu as le choix. Donc moi, on m'a envoyé au Maroc, donc j'ai fait l'École nationale des postes et télécommunications. Donc au bout de 3 ans, je suis sorti avec mon diplôme d'ingénieur d'application. Mais après, je me suis inscrit en licence de physique. Donc j'ai fait une licence de physique et une maîtrise de sciences physiques. Et je suis rentré dans l'enseignement. Tout ça en Mauritanie? En Mauritanie, non. Au Maroc, j'ai obtenu donc, la maîtrise au Maroc. Après, je suis retourné en Mauritanie pour enseigner. Donc j'ai enseigné les sciences physiques en Mauritanie. D'accord. Donc vous avez eu vos diplômes au Maroc? Au Maroc, je suis retourné en Mauritanie pour enseigner, oui. D'accord. Et là, quand vous êtes retourné pour enseigner, c'était autour de 78, 79? 80, non, je suis rentré en 80. Donc les événements de 79, vous ne les avez pas vus? 79, non, enfin, non, je les ai vus parce qu'en fait, c'était pas très long, les événements de 79. Il y a eu juste une période, quand ils sont passés, moi j'étais encore au Maroc, mais je suis revenu pendant les vacances. Je suis revenu pendant... Où est-ce que je suis revenu cette année-là? Je ne suis pas revenu cette année-là, par contre. Non, si, je suis revenu. En fait, je suis revenu, mais c'était déjà passé, en fait. Parce qu'en fait, il y a eu juste pendant quelques jours, il y a eu la crise parce que les gens sont sortis dans la rue, ils ont manifesté. Il y a eu même un jeune qui a été tué parce qu'il y a des gens qui ont tué un jeune mort comme ça dans la rue. Mais après, le gouvernement a pris rapidement des mesures pour justement un peu calmer la situation. À l'époque, c'était le temps d'Aïdallah. Bon, je crois que c'était beaucoup plus sage en réalité que ce qui les gens après. Donc finalement, ça a été calmé. Aïdallah, c'est 78. Hein? Non, Aïdallah, lui, c'est 79, 80... bon, en fait, 79, je crois que c'était déjà lui. Donc vous rentrez, vous enseignez à Nouakchott? Non, je n'enseignais pas à Nouakchott, j'ai enseigné à Bogué. C'est une ville à l'intérieur, dans la région du fleuve. Donc j'ai enseigné pendant 3 ans à Bogué. Bon, mais j'ai enseigné d'abord 1 année dans une ville à l'intérieur, Célibabi. Après, on m'a affecté à Bogué. Donc à Bogué, j'ai fait 3 ans. Après, on m'a ramené à l'inspection générale de l'enseignement secondaire. Parce que comme il n'y avait pas de professeur de sciences physiques mauritanien, j'étais pratiquement le seul en activité. Donc on m'a nommé à l'inspection parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un contrôle sur les enseignements.
d'autant plus qu'on recevait des enseignants d'un peu partout. Donc il y en a qui venaient du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de France, du Sénégal. Donc on venait d'un peu partout. Donc on avait un peu peur que chacun essaie d'enseigner un peu un programme qu'il avait chez lui. Donc au niveau de l'enseignement, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, donc il y avait l'inspection générale de l'enseignement secondaire et il y avait l'inspection de sciences physiques. Donc j'ai été nommé donc inspecteur de sciences physiques en 84 et puis j'ai servi pendant 2 ans, donc j'ai fait office d'inspecteur. Et je suis venu dans ce cadre-là d'ailleurs en stage ici en France en 86. De janvier à juin, j'étais ici au Centre national d'études pédagogiques, là ici à Paris, enfin à Sèvres. Donc j'ai fait un stage de 6 mois ici, dans le cadre de l'inspection. D'accord, donc en fait, vous avez enseigné pendant assez peu de temps. J'ai enseigné 4 ans. 4 ans, pour ensuite aller tout de suite à l'inspection, voilà, parce qu'en fait, il n'y avait pas rapidement, parce qu'il n'y avait personne en fait. Dans l'administration. Voilà, dans l'administration scolaire. Un poste d'administration Voilà. D'accord. Contrôle pédagogique en fait. Et tout ça, c'est dans la période qui arrive vers 86. Ouais. Donc, quelle était la perception politique que vous aviez de la situation à cette époque-là? Comment vous ressentiez les choses? Bon, à cette époque déjà, j'étais assez sensibilisé par rapport au problème. Bon, je n'étais pas organisé encore, mais j'étais assez sensibilisé. Et d'autant plus, je connaissais un peu les personnes qui gravitaient autour des flammes. Je ne connaissais pas les flammes. Les flammes étaient nées déjà en 83, mais c'était encore clandestin. Donc beaucoup de gens ne savaient pas. Moi non plus, je ne savais même pas. Je ne savais pas l'existence de les flammes, mais je connaissais les personnes en fait, qui militaient dans les flammes. Donc j'étais assez sensibilisé et j'étais sensible à la situation des négro-africains en Mauritanie pendant cette période-là. Parce que je sais bien comment ça se passait. Et c'est vrai que j'étais révolté par ce qui se passait. Mais dis-nous un peu le détail là. Quel type de choses vous ont révolté là? Oui, le problème c'est que vous êtes dans un pays, par exemple, vous prenez une promotion par exemple qui sort du Maroc, d'Algérie, de France ou même de Mauritanie, dans laquelle il y a des négro-africains, il y a des arabo-berbères, il y a tout le monde. Vous avez même beau être major de votre promotion, vous êtes négro-africain, vous rentrez en Mauritanie, on va vous mettre dans un poste de garage et quelqu'un qui était plus mal classé que vous, on va le prendre, on va le mettre votre chef. Et ça, c'est systématique. C'est-à-dire que ça, c'est même des cas, c'est banal. Donc finalement, ça, c'est des cas, c'est-à-dire que tous les jours, vous voyez quelque chose, une situation d'injustice qui vous révolte. Tous les jours, vous voyez une situation qui vous révolte, qui vous montre en tout cas que vous êtes un peu un citoyen de seconde zone. Mais vous avez un poste de décideur dans l'éducation nationale? Non, ce n'est pas un poste de décideur. En fait, ce qu'il y a, c'est quoi? Moi, j'étais plutôt technicien. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est il y a l'inspection générale. Il y a l'inspecteur général qui est là, qui est nommé au niveau du ministère, qui lui coiffe une équipe d'inspecteurs. Et les inspecteurs, c'est par chaque matière un inspecteur ou 2 inspecteurs. Donc moi, en sciences physiques, j'étais le seul inspecteur de sciences physiques. Donc moi, j'étais là, je travaillais sous les ordres de l'inspecteur général. Moi, ce que je faisais, mon travail, c'était un travail de contrôle pédagogique. J'allais tout simplement voir les enseignants, voir dans quelle mesure leur enseignement se passait. Est-ce que l'enseignement se passait dans de bonnes conditions? Est-ce que pas? Est-ce qu'ils suivaient le programme qui était le programme officiel? Est-ce qu'ils ne le suivaient pas? Donc après, moi, je m'entretenais avec eux et je faisais un rapport d'inspection. C'est tout. Donc moi, c'était pas un poste de décideur, non. C'était pas un poste de décideur, c'était juste un poste de technicien donc, qui suivait un truc particulier. Donc vous-même, vous n'avez pas de contrôle sur l'embauche ou sur le placement, la promotion? Ah non. Moi, je suis un fonctionnaire, je suis placé là à l'inspection tout simplement. Mais je n'ai pas de... Non, ça ne s'est pas fait là-bas. Donc vous étiez témoin de situations que vous avez estimées à l'époque... Intolérable, injuste. Tout à fait. Et ça a donné quoi alors dans les événements qui vont aller vers le manifeste? Bon, c'est fait qu'en fait le manifeste, moi, il a été écrit sans moi. Moi, je n'ai pas été au courant de... On va refaire une pause. Non. Donc on va reprendre. Là, dans les événements qui amenaient jusqu'au manifeste, la publication de la manifeste, c'était quoi votre rôle alors à ce moment-là? Non, moi, franchement parler, moi je n'ai pas participé à la rédaction du manifeste. Mais lorsque je quittais Nouakchott pour venir en stage ici, c'était au mois de janvier. Donc j'ai été contacté par des militants des Flammes. Bon, à l'époque, ils ne m'avaient même pas dit qu'ils étaient militants des Flammes. Ils m'ont donné des documents pour que je les remette à quelqu'un qui était ici déjà en stage. Donc j'ai amené le document et après quand j'ai quitté, ils m'ont dit qu'ils étaient en train de rédiger un document et que s'ils le terminaient, ils allaient me l'envoyer pour que j'essaie de le ventiler ici avant mon retour. Parce que c'était prévu qu'ils me l'envoient au mois d'avril
Mais ils ne me l'ont pas envoyé. En tout cas, ce que je sois retourné en Mauritanie, je suis retourné au mois de juin, début juin. Donc là, j'ai trouvé que le manifeste était déjà sorti. Et finalement, ils ne me l'ont pas envoyé. Mais quand je suis rentré en Mauritanie, j'ai trouvé une situation qui était très, comment dire, ça bougeait beaucoup. Parce que c'était un moment d'abord où il y avait un blocage au niveau du syndicat national, c'est-à-dire le syndicat des travailleurs. Ils étaient dans les réimplantations, mais il y avait une tension très grande entre les différentes, les différentes forces. Et surtout, mais ce qu'on sentait, c'était que les négro-africains étaient mobilisés en tout cas pour défendre leurs intérêts. C'était la même chose, le même blocage qu'il y avait au niveau du syndicat des étudiants. Donc ils étaient aussi en pourparlers pour changer leur bureau. Et là aussi, les gens étaient très, très divisés parce que les négro-africains étaient vraiment mobilisés pour défendre. Donc il y avait des blocages partout. Ça, c'était déjà en 86. Moi, je suis arrivé au mois de juin, donc au mois de juin-juillet. Et en plus, il y avait en perspective, il y avait des municipales qui devaient être organisées. Donc moi, quand je suis arrivé, donc les militants de Flamme m'ont contacté. Bon, mais ils ne m'ont pas contacté en tant que militant ils ne m'ont pas dit qu'ils étaient des militants de Flamme, mais ils m'ont dit qu'ils étaient dans un mouvement de préparation des élections municipales et qu'ils voulaient que je participe avec eux dans le cadre de cette campagne-là. Donc moi, je venais d'arriver, donc je me suis mis à leur disposition, on a travaillé ensemble. Et les arrestations de septembre, là, nous ont trouvés justement dans cette campagne de préparation-là des municipales. Parce que nous, c'était le jour des arrestations. S'ils avaient seulement attendu par exemple à 17h, nous on devait être en réunion et ils auraient pu prendre tout le monde ensemble. Mais ils ont commencé les arrestations à 11h du matin. Donc avant 17h, donc nous, certains ont su qu'il y avait les arrestations. Bon, nous sommes allés là où on devait faire la réunion, donc ils ont mis un piquet là-bas pour dire que tout celui qui venait, il fallait qu'il parte parce qu'il y avait déjà quelque chose. Donc c'était une agitation assez grande. À l'époque, moi, je ne connaissais pas les Flammes. Donc il y a eu les arrestations. Nous, on a arrêté des personnes avec lesquelles nous on travaillait. Donc pour moi, à partir du moment où on a arrêté ces gens-là et que moi je travaillais avec eux, bon, je me suis dit qu'il faudrait qu'on continue le travail qu'on faisait. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et c'est pourquoi donc, je suis encore allé à la recherche des gens. Parce qu'à un moment donné, quand il y a eu les arrestations, les gens qui étaient organisés, les personnes organisées, ils se sont retrouvés entre elles. Comme moi, je n'étais pas encore organisé, donc j'étais un peu à l'écart. Donc il a fallu encore que j'aille pour chercher les gens. Et quand je les ai trouvés, finalement, ils ont accepté presque de me coopter. Donc je suis rentré un peu dans ce truc-là, par le biais justement d'une commission qu'on avait mise en place pour un peu venir en aide aux détenus, aux familles des détenus. Parce que nous avons dit qu'il y a eu des personnes qui sont arrêtées. Donc si on les arrête, c'est normal que nous aussi, qui ne sommes pas arrêtés pour l'instant, que nous puissions nous mobiliser pour un peu aider leur famille. Bon, parce qu'ils ne sont pas là, ils ne travaillent pas, donc leurs familles ne vont pas être aidées. Donc on a fait un comité de soutien aux détenus noirs. Et c'est dans ce cadre que moi j'ai été arrêté, parce que la répression a touché tout le monde finalement, après qu'il y ait eu donc, les jeunes qui ont brûlé les voitures vraiment de leur propre initiative. Donc après, il y a eu des arrestations qui ont un peu touché tout le monde. Et dans cette répression-là, finalement, tout le monde a été touché. Donc comme ça que moi j'ai été arrêté donc, en octobre 1986. Octobre 86. 14 octobre 86 précisément. Alors j'ai un peu de questions sur l'arrière-fond de cette histoire-là. D'abord, Oultaï arrive au pouvoir en 84. 12 décembre 84. Il y avait une espèce de souffle d'espoir à ce moment-là. Tout à fait. C'était quoi votre attitude et l'attitude de vos amis? Bon, à l'époque, moi, je n'avais pas encore d'amis politiques en réalité, parce que je n'étais pas encore dans une organisation. Mais il est vrai que moi, j'étais un peu réservé, c'est vrai, mais qu'à un moment donné, mais je pense que ça a été beaucoup plus une campagne des gens qui voulaient un peu faire la peau à Aïdallah. C'est qu'il y a eu une grande campagne qui a été faite autour de son action en faveur du Polisario. Donc tout le monde disait que voilà, si le pays est pauvre, c'est parce qu'en fait tout ce qu'on reçoit, Aïdallah le détourne pour le donner au Polisario. Donc cette campagne a été tellement ventilée que finalement tout le monde pensait qu'en fait nos problèmes venaient d'Aïdallah. Donc d'autant plus qu'Aïdallah il avait quand même arrêté des gens aussi. Il avait arrêté des Nasseri, il avait arrêté des bassistes et tout. Donc c'est pourquoi quand il y a eu le coup d'État, donc lui, Maouya, il a libéré les gens qui étaient en prison. Bon, tout le monde a dit ouf, voilà, donc maintenant on se sent mieux, parce que c'est vrai, à un moment donné, les gens sentaient un peu la pression. Bon, mais je pense que c'est beaucoup plus une campagne que les gens ont faite que vraiment la réalité. Moi, j'étais un peu réservé par rapport à ça. Bon, je n'avais pas de truc particulier à l'époque, parce que je n'étais pas très engagé politiquement. Donc, je n'ai pas eu... j'étais pas trop content que Maouya ait pris le pouvoir.
Non, j'étais pas mécontent qu'Aïdala soit parti, en réalité. Parce que je n'étais pas engagé vraiment politiquement à l'époque. Bon, j'étais sensible à ce qui se passait, c'est vrai. Bon, mais pour moi, c'était un peu la même chose. Et les flammes à l'époque, pourquoi ils étaient clandestins? C'était un mouvement de résistance armée? C'était Non. quoi la logique? Non, 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 non. À l'époque, ce n'était pas un mouvement de résistance armée, c'était un mouvement tout simplement qui est né de par la prise de conscience que les négro-africains étaient marginalisés dans ce pays-là. Et son objectif, c'était de faire en sorte que les gens se ressaisissent pour qu'ils prennent en charge leurs propres problèmes, qu'ils le posent et qu'on trouve des solutions. Bon, mais dans un pays comme la Mauritanie, un mouvement même non violent comme ça, il est réprimé. Donc c'est pourquoi les gens étaient obligés d'être clandestins. D'accord. Alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé à partir d'octobre. Vous étiez arrêté. Voilà, à partir d'octobre. Donc moi j'étais arrêté le 14 octobre 84. Donc j'étais à la... En ce moment, on m'a amené directement au premier arrondissement. À l'époque, ça on appelle Théaret. Donc c'était l'ancien camp militaire de la 6e région militaire. Bon, c'est là où on nous a amenés. Bon, j'ai trouvé déjà beaucoup de monde qui était arrêté, hein, parce que moi j'étais pas... C'était à côté de Nouakchott? Oui, c'est à Nouakchott. Bon, c'est dans un quartier de Nouakchott, mais un quartier périphérique quoi, de Nouakchott. Bon, finalement, donc on nous a amenés là et puis on nous a torturés pendant 15 jours. On est resté 15 jours ici sous la torture. Bon, après on nous a déférés devant le juge. Et après on nous a mis en prison. Et quand vous dites torture, vous dites tabassage? Tabassage, tabassage. On est à Coréma. Vous connaissez le Jaguar? Vous avez parlé de c'est quoi le Jaguar? Donc voyez le Jaguar, donc on vous prend, on vous met une barre de fer ici. Donc vous avez donc la tête en bas et les pieds en l'air comme ça. Et puis on vous tape ça jusqu'au sang. Comme ça, si on vous laisse, vous ne pouvez même pas marcher jusqu'à ce que vous vous évanouissiez. Donc c'est vraiment des tortures très dures que moi j'ai subies. Parce que quand on est venu, vraiment pour eux, ils ont trouvé les chefs des jeunes, des gangs donc, qui font ça. Donc il faut nous taper pour nous faire avouer des choses qu'ils voulaient qu'on avoue. Qu'est-ce qu'ils voulaient que vous avouiez? Bon, moi je crois qu'en fait, quand ils nous ont pris, c'était même pas qu'on avoue, parce qu'en fait, ils savaient que nous, on était constitués en comité de soutien, ça ils le savaient même avant que moi je ne sois pris. Bon, ils savaient que... Enfin, en tout cas, les gens leur ont dit qu'on n'était pas au courant des trucs des jeunes pour le brûler les voitures, mais ils voulaient qu'on dise que c'est nous qui leur avons donné le mot d'ordre, voilà, pour faire ça. Bon, et aussi, à un moment donné, ils nous ont voulu qu'on compromette des personnalités négro-africaines. Ils voulaient savoir qui vous connaissiez. Voilà, c'est-à-dire même non, de ne pas nous donner des noms pour dire que est-ce que celui-là nous a pas fait ça. Non, non, vraiment, ils voulaient que vous compromettiez certaines personnes. Et est-ce qu'ils pensaient que vous étiez adhérent avec une carte dans la flamme à ce moment-là, avec les flammes? Non, à l'époque, on n'avait pas parlé de flammes. À l'époque, on ne parlait pas. C'était juste avec les émeutes. C'était juste avec les émeutes, les voitures brûlées, le comité de soutien au truc. D'accord. Donc ça a duré 2 semaines, vous dites? 2 semaines. Et après? Après, on nous a déférés, on est allé devant le juge, après on nous a amenés en prison. On est resté en prison. Et vous étiez condamné pour quoi? Moi, on m'a arrêté le 14 octobre, donc on nous a déférés à peu près à la fin du mois d'octobre. Donc nous sommes restés en prison jusqu'au 7 mars, je crois, en tout cas jusqu'au mois de mars. On a été jugé au mois de mars. Bon, quand on a été jugé, moi j'étais condamné à 4 ans de prison. Pour incitation à l'émeute? Appartenance à une organisation non autorisée à caractère raciste, propagande raciste, incendie de voitures, des trucs comme ça. Ouais. D'accord. Et les rapports que vous avez pu avoir avec votre famille à ce moment-là, c'était comment vous avez organisé? Bon, non, on ne voyait pas nos familles. Nous, on était en prison, on était reclus. Seulement nos familles nous envoyaient de quoi manger, mais on ne les voyait pas. On ne voyait pas nos familles. Pendant 4 ans? Non, c'est pas pendant 4 ans, parce que nous, on nous a arrêtés donc, en octobre, donc début novembre, on nous a déférés là-bas. Nous sommes restés là-bas jusqu'au mois d'août, sans voir nos familles. Et au mois d'août, on a arrêté des basistes qu'on avait pris en réunion, en flagrant délit, on les a arrêtés, on les a mis avec nous. Et quand ils sont venus, le jour de leur arrivée, on a ouvert leurs portes pour que leurs familles viennent les voir. Donc nos familles sont venues nous voir aussi quelque temps. Mais après, eux, on les a libérés, juste 10 jours après, je crois qu'on les a libérés. Et quand on les a libérés, on a encore refermé les portes. Bon, on est resté comme ça jusqu'à ce qu'on nous ait transférés à Walata. On n'a pas vu nos familles. Quand il y a eu en octobre 87, il y a eu ce qu'ils ont appelé la tentative de coup d'État.
Donc quand il y a eu ça, et que les jeunes ont été arrêtés. Racistes cette fois-ci, c'était pas... Non, ça c'est des Noirs, c'est des Négro-Africains. Les capitaines. Voilà, les lieutenants finalement. Donc finalement, quand il y a eu ça, après ils ont ouvert encore les portes parce qu'ils voulaient détendre un peu l'atmosphère, mais c'était en train de préparer leurs choses. Donc les familles sont venues nous voir pendant 2 semaines, mais avant qu'on nous transfère sur Walata. Sinon, donc vous avez été transféré sur Walata en 87. En 87, oui, fin 87. C'est-à-dire décembre. Combien de temps là-bas? Nous sommes arrivés à Walata, je crois, le 10 ou le 11 décembre 87. Et nous sommes restés jusqu'au 31 octobre 88. Un an. Un an pratiquement. Après nous, les civils, on nous a ramenés à Ayoun. Les militaires, eux, ils sont restés à Walata jusqu'au mois de janvier et on les a ramenés à Ayoun après, pour nous rejoindre à Ayoun. Ouais. Et raconte-nous un peu Walata. Walata, c'est une grande histoire, Walata. Oui, c'était dur. C'était vraiment très dur parce que nous étions, je pense, nous étions 30 et quelques, je crois. Je crois qu'on était 30 et quelques. Nous, les Négro-Africains. Et on avait il y avait beaucoup d'autres prisonniers de droit commun. Et on nous a mis dans une grande salle. Même le sol, il n'y avait rien, c'était de la terre. Bon, et on nous a donné à chacun une petite couverture. Donc si tu attends la couverture, tu ne peux pas te couvrir. Si tu te couvres avec la couverture, tu dors sur le sol. Donc c'était très dur, donc on nous a mis dans des conditions extrêmement dures, on ne mangeait pas, on nous donnait du riz pourri, vraiment du riz pourri qui sentait mauvais, des oignons pourris. Oh. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient boire les ânes. Vous voyez, ils prennent le riz pour le laver. Ils le lavent, quand ils terminent de laver, il y a de l'eau en haut. Ils laissent les ânes venir boire l'eau, après ils prennent le riz pour le mettre dans la marmite, pour qu'on le mange. Ils mettent de la terre dans le riz. Moi, je n'arrivais pas à manger le riz, je mangeais de la bouillie. Vous avez de la bouillie, mais c'était horrible. Et on travaillait en plus de ça, on nous donnait, on nous donnait à casser des pierres, à faire des petites routes, faire des petits travaux pour nous embêter. Et on allait aussi chercher de l'eau, parce qu'on allait chercher de l'eau pour tout le fort. On amenait de l'eau et en plus on nous privait de boire. Donc on avait des bidons de 90 litres qu'on portait par 4. Donc on prend un sac de riz qu'on déchire et on prend le bidon, vous voyez, on le pose sur ça. Donc il y a 4 personnes qui prennent un par là, un par là, un par là. Donc et en plus, avec tout ça, on avait des chaînes aux pieds. On avait des chaînes aux pieds. Parce que quand on est arrivé, quand on quittait déjà Nouakchott en partant, on nous a menottés ensemble. On me prend, on me menotte ici, on te menotte avec moi, lui, donc on était en chaîne. Donc c'est comme ça qu'on a fait le transport de Nouakchott jusqu'à Ayoun, jusqu'à Walata. 1000 et quelques kilomètres. 1000 et quelques kilomètres. Donc dans les voitures, les semi-remorques, parce qu'on nous a mis dans les semi-remorques. Vous voyez les semi-remorques, les voitures qui transportent les marchandises ou les animaux là. Donc on nous a mis dans les semi-remorques. Si tu veux pisser, tu es obligé de pisser dans la semi-remorque parce que tu ne peux pas. Et puis c'est pas possible parce que nous sommes tous attachés à la queue. Donc nous sommes arrivés, on avait les menottes. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'on pouvait enlever les menottes parce qu'il suffit de prendre un morceau de fer, on pouvait détacher les menottes. Donc quand ils ont dit qu'on pouvait détacher les menottes, ils nous ont amené des chaînes aux pieds. Donc au début, quand ils sont venus, les chaînes, on était attachés 2 par 2. Donc on vous met ici un maillon là. Et on vous met un autre là-bas. On nous attache ensemble. Donc on est obligé d'aller ensemble, on va ensemble à la scène, partout, tout ce qu'on fait, on est obligé de faire ensemble. Et on a attaché ensemble des personnes. Par exemple, il y a Kan Ibrahima, un jeune qui avait 22 ans, et le commissaire Lee qui avait 60 ans. Donc on les a mis ensemble, ils devaient aller à la selle ensemble. Moi j'étais attaché avec quelqu'un qui était un ami à moi, donc on avait moins de problèmes. Vous voyez? Donc ça c'est un truc qui a été très très dur pour nous. Ça a été très très dur. Et finalement on a été obligé de demander au lieutenant de nous enlever les chaînes et de nous les mettre chacun entre ses pieds. Mais le jour où on nous a enlevé les chaînes, c'est comme si on était sorti de prison. Vraiment, le jour où on nous a mis, voilà, chacun ses propres chaînes, c'est comme si nous étions sortis de prison. Donc c'était vraiment très très dur. Et les conditions se sont dégradées jusqu'au mois d'août. Et le 26 août, nous avons eu le premier décès. Balsanoumar est décédé à cause des mauvais traitements parce qu'il avait le beriberi. Tout le monde avait le beriberi pratiquement parce qu'on ne mangeait pas. Et quelques jours après, il y a eu Ten Youssouf Gueye qui est décédé à Nema.
Bon, il était très malade, les gens l'ont amené, et quand ils l'ont amené, ils l'ont amené à Néma. Et malheureusement, quand il est venu à Néma, le gouverneur n'était pas là, le commissaire n'était pas, personne n'était là, parce qu'il y avait une bagarre dans une ville à Tamchaket, et il y avait mort d'homme, donc tout le monde était parti là-bas, et on l'a jeté en prison comme ça jusqu'à ce qu'il soit décédé. Après, il y a eu Abdel Khoudous qui est décédé. Abdel Khoudous est un cousin à moi, d'ailleurs, mon fils porte son nom, Abdel Khoudous. Et ensuite, il y a eu Djigo Tapsourou qui est décédé. Donc c'est la quatrième personne décédée à Walata, et c'est nous-mêmes qui les avons enterrés. Et les décès dont vous parlez, c'était tous pour des problèmes d'hygiène et de nutrition, ou il y avait Tout aussi à fait. des décès pour mauvais traitement et de Non, violence? non, non, la violence, il y a eu de la violence, mais je crois que les gens sont morts surtout à cause, à cause du manque de nourriture, c'est-à-dire à cause de... Parce que ça, c'est un mauvais traitement aussi. Parce que prendre les gens en prison et ne pas les nourrir jusqu'à ce qu'ils meurent de faim, ça, c'est aussi un mauvais traitement. Est-ce qu'il y a une différence entre vous, le traitement qui vous réservez, vous les civils, et les militaires? Non, c'est la même chose. Nous étions logés à la même enseigne. On avait les mêmes chaînes, on avait le même truc, on faisait les mêmes choses. Vous étiez mélangés? On était mélangés. Nous étions dans une grande salle, tout le monde ensemble. Et dans les officiers ou dans les soldats qui étaient vos gardiens, il n'y avait aucun noir, il n'y avait aucun... Non, il n'y avait pas de noir. Il y avait des haratines, des morts noirs, mais il n'y avait pas de noirs négro-africains. Il y avait des haratines et des morts blancs. On n'a jamais vu, nous, depuis les arrestations, torture, prison, transfert, Walata, Ayoun, pratiquement nous n'avons jamais vu de noirs dans notre cercle de trucs. On a toujours vu des morts. Donc vous avez duré un an là, à Walata? Oui, à Walata, on a fait presque un an, parce que c'est du mois de décembre jusqu'au mois d'octobre. Enfin, on a fait 11 mois pratiquement. Pour ensuite être transféré? Ensuite, on est transféré à Ayoun, où on a fait presque aussi un an. En 88, là? Oui, 88, moi je suis resté à Ayoun jusqu'au 14 décembre 89. D'accord. Ayoun, c'était un petit mieux que Walata? Tout à fait, oui, c'était beaucoup mieux. Parce qu'en fait, à Walata, à un moment donné, c'est qu'il y a eu une très grande pression qui s'exerçait sur les autorités mauritaniennes. Parce que nous avions nos amis qui étaient à Dakar, qui avaient pu fuir justement. C'est les jeunes qui avaient brûlé les voitures, qui eux ont pu fuir. Ils sont partis à Dakar. Quand ils sont partis à Dakar, ils sont organisés. Ils ont commencé à faire vivre les flammes là-bas. Et que là-bas, ils ont noué des contacts avec Amnesty International surtout, qui nous a beaucoup aidés, qui ont fait une grande campagne et qui a mobilisé l'État américain, qui se sont mobilisés en tout cas pour faire pression sur le gouvernement mauritanien, qui a été obligé de nous transférer à Ayoun. Parce que Walata, c'était le pire, non? Walata, c'était le pire. Non, on nous a amené Walata, le type qui nous a dit, on vous a amené ici pour vous tuer. On vous a amené ici pour que vous mouriez à petit feu. Et c'était sûr que c'était comme ça, c'était prévu comme ça. D'accord. Donc raconte un peu l'année à Ayoun. Bon, quand on est venu à Ayoun, déjà c'était déjà de bonnes conditions, parce que d'abord il y avait beaucoup de salles. Donc nous, on nous a mis dans une salle où on était 4 personnes, avec de grands matelas, des matelas presque comme ça, et puis des draps, vraiment on était allé, et puis la nourriture s'était améliorée. Et là aussi, nos familles venaient nous voir. Donc vraiment, les conditions s'étaient vraiment adoucies. Ayoun, c'est plus proche de Nouakchott? C'est plus proche de Nouakchott. D'accord. Plus proche de Nouakchott. C'est encore loin, mais c'est plus proche, parce que ça doit être autour de 700 km de Nouakchott, au moins 800. Donc tout ça, c'est dans la logique de ces 4 ans de peine que vous avez eu? Tout à fait. Ok. Et ensuite est arrivé l'amnistie, c'est ça? Oui. Et l'amnistie, pour que vous compreniez bien pourquoi on a eu l'amnistie, en fait, ce n'est même pas une amnistie, en fait, c'était une remise de peine seulement. On a eu, quand on sortait, ce n'était pas une amnistie, c'était une remise de peine. Parce que je vous ai dit qu'il y a eu... on a arrêté les bassistes. Oui. Les bassistes, on les a arrêtés, on les a condamnés à 2 ans de prison. Et parmi eux, il y avait Will Bradley. Will Bradley, c'est le chef des bassistes en Mauritanie. Et comme au niveau le basse arabe, il est divisé partout dans le monde arabe. Dans chaque pays, il y a un chef de parti basse. Et il travaille avec l'Irak, donc avec Saddam Hussein. Et donc, le Bradley qui est en Mauritanie, il est presque au même niveau, au niveau du parti basse que Saddam Hussein. Donc, c'est quelqu'un qui a une très grande considération au niveau de l'Irak, qui est très bien considéré. Bon, donc quand on l'a arrêté, à un moment donné, il était malade. Et il se trouve qu'à ce moment-là, la Mauritanie voulait renouer avec l'Irak, parce qu'ils étaient brouillés, et ils voulaient renouer avec l'Irak. Donc l'Irak leur a dit, pour qu'on renoue, il faudrait que Bradley soit libéré, que les bassistes soient libérés. Comme les bassistes ils étaient condamnés à 2 ans, ils avaient déjà purgé 1 an, il ne leur restait qu'1 année. Donc on a dit, voilà, donc on va faire une remise de peine d'1 an, comme ça, eux, ils vont pouvoir sortir.
Donc on a fait une remise de peine d'un an. À un moment donné, ils ne voulaient même pas nous inclure dedans. Mais après, il paraît qu'il y a un type là qui était capitaine, qui s'appelait le capitaine... j'ai oublié son nom, il était ambassadeur au Mali. Il est actuellement ambassadeur au Mali. Le capitaine Lecal à l'époque, je crois qu'il était capitaine ou commandant, qui leur a dit non, mais si on fait ça, c'est grave. D'abord, tout le monde est en train de crier que nous sommes racistes comme ça. Si on fait une remise de peine et qu'on accorde la remise de peine qu'à des morts, c'est grave, ça va confirmer ce que nous sommes en train de faire. Donc il faudrait inclure tout le monde. Il faut enlever à chacun une année. Donc nous avons enlevé un an. Comme j'avais déjà purgé 3 ans et 2 mois, et que j'étais condamné qu'à 4 ans, c'est pourquoi je suis sorti au bout de ça. Donc toutes les personnes qui étaient condamnées à 4 ans sont sorties. Donc les autres qui étaient condamnés à 5 ans sont sortis un peu plus tard parce qu'il leur restait encore quelques mois. Voilà. D'accord. Donc vous étiez libéré en 89, décembre 89, 14 décembre 89. Alors comment vous avez repris les fils de votre vie à ce moment-là? D'abord le boulot, je suppose que c'était fini? Non, le boulot c'était fini. Moi quand je suis sorti donc le 14 décembre. Je suis venu, j'ai trouvé donc mon épouse. Je suis resté quelques jours à Nouakchott. Après je suis allé voir ma famille au village à Sinthiane. Donc j'ai vu mon père parce que ma mère vivait encore. Donc j'ai vu ma mère, mon père et mes soeurs qui étaient là. Je suis resté juste une semaine. Après, je suis reparti à Nouakchott. Juste une question là. Décembre 89, les événements d'avril 89 étaient déjà passés. Tout à fait. Est-ce que vous avez vu les traces de ces événements dans la région du fleuve, autour de Sinthiane? Il y avait vous avez vu des choses qui indiquaient? Oui, parce qu'il y a eu à un moment donné, enfin, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu des impacts de balles, parce qu'il y a eu des échanges de tirs entre du côté sénégalais et du côté mauritanien au niveau de Sinthiane. À un moment donné, parce que les Sénégalais ont riposté, parce que les Mauritaniens faisaient trop de provocations. Donc moi, j'ai vu ces traces-là. Sinon, je n'ai pas vu grand-chose, parce qu'en fait, ce que j'ai vu, c'est quitter Nouakchott, je suis venu juste à Sinthiane, je n'ai pas bougé. Donc c'est tout ce que j'ai vu au niveau du truc. Mais je sais que par contre, il y a eu... on sentait une sorte de dépeuplement. La zone était dépeuplée complètement. Tellement les gens avaient peur. Vraiment, il n'y avait plus personne. Même, vous voyez, c'était comme des forêts classées. Tu vois, c'était écrasé complètement, mais à cause des événements, tout était devenu verdoyant, tout ça, parce qu'il n'y avait plus personne. Et dans Sinthiane lui-même, est-ce qu'une partie de la population Peul a dû partir? Non, Sinthiane non. Sinthiane non, mais des environs si. Il y a un village à côté de Sinthiane, Gourel Tierno, les gens étaient tous partis. Mais ils sont revenus par la suite, mais ils étaient tous partis. En ce moment, quand j'étais là-bas, ils étaient tous partis. D'accord. Donc vous retournez à Nouakchott après? Je retourne à Nouakchott. Et puis, une question, parce que vous avez mentionné en passant. Vous êtes marié en quelle année? Moi, je suis marié en 84. 84, donc avant tout ça? Avant tout ça. Et vous habitiez à Nouakchott avec... J'habitais à Nouakchott avec ma femme. Et mon fils, en fait, mon fils aîné qui était né en 86. Qui est né en janvier 86, d'ailleurs, à mon absence, parce que j'étais déjà là en stage. D'accord. Donc, comment vous avez repris les fils après? Vous avez passé une semaine en Sinthiane? Je suis passé une semaine, après je suis retourné à Nouakchott. Ouais. Bon, à Nouakchott, moi, je n'étais pas revenu pour rester à Nouakchott, donc j'avais l'intention de partir surtout au Sénégal, pour un peu essayer de voir ce que les jeunes étaient en train de faire. Donc j'ai pris l'avion de Nouakchott le 7 mars. Je suis allé à Bamako, et de Bamako, j'ai gagné Dakar. Vous avez du tout repris contact avec le ministère de l'Éducation? Vous n'avez même pas essayé? Non, je n'ai pas cherché. Par contre, j'ai juste été voir mes amis, je les ai salués à l'inspection. Mais sinon, je n'ai pas senti parce que je sais que j'étais révoqué déjà. Ah oui. Donc à partir de là, vous êtes parti à Dakar? Je suis parti à Dakar. Avec votre femme ou vous avez... Non, ma femme était encore en Mauritanie. Et quand je suis parti à Dakar, j'ai trouvé là-bas les jeunes. Parce que je suis arrivé à Dakar le 20 avril 1990. Donc quand je suis arrivé, les jeunes m'ont bien reçu parce qu'ils savaient que je venais, ils sont allés à la gare, ils ont amené des taxis, ils m'ont pris un taxi, on est partis tous ensemble. Donc comme j'étais le plus âgé, quand je suis venu, après ils m'ont donné la direction un peu de flamme provisoire avant que les autres ne viennent. Bon, donc on a travaillé ensemble jusqu'à ce que les autres soient venus. D'accord. Et vous-même, à partir de toute cette expérience, cette année à Ouattara et l'année à Ayoun, est-ce que vous-même, vous avez des séquelles ou vous avez des choses qui vous ont... Tout à fait. J'ai des séquelles, j'ai énormément de séquelles, enfin énormément. En fait, j'ai des problèmes parce qu'en fait, nous étions tellement sous-alimentés que moi j'ai eu une très grande avitaminose. Oui. Donc j'ai été consulté par un médecin à Ayoun déjà, qui m'a dit que j'avais une avitaminose sévère
Et il m'a donné un traitement, mais il m'a dit que je risque de crever ça presque toute ma vie. Parce que c'est des choses qui ne se résolvent pas facilement. Et c'est des choses qui ne se résolvent pas facilement, mais qu'il fallait faire le traitement. Finalement, j'ai atteint jusqu'à présent, j'ai encore des raideurs au niveau des pieds là. Ouais. Au niveau des pieds, j'ai encore des raideurs. Il me dit que c'est à cause du manque de vitamines. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que vous êtes engagé sérieusement avec les Flammes. Alors, tout à fait, tout à fait. En sortant de prison. Et vous êtes resté combien de temps à Dakar alors, Je suis arrivé le 20 avril 90 et j'ai quitté le 10 septembre 97. Donc vous avez resté quand même 7 ans là-bas? Ah oui. Resté 7 ans au Sénégal. Vous avez dû travailler quand même? Un peu, je travaillais un peu. Bon, j'étais obligé de travailler parce qu'en fait, j'étais un peu il y avait ma maison et c'est chez moi que les autres militants de Flammes pratiquement mangeaient. Parce que le président il habitait avec moi, il ne travaillait pas lui. Donc moi, je travaillais, je faisais un peu de vacations dans les écoles, j'enseignais les sciences physiques. Bon, ce qu'on recevait, c'est avec ça qu'on faisait bouillir la marmite. Ah, d'accord. Alors, raconte-nous un peu, donc, c'est essentiellement à partir de ce moment-là, votre vie politique dont il s'agit, je suppose, l'activité principale. C'est quoi les événements sur les années 90 qui étaient les plus importants quand vous étiez à Dakar, entre 90 et 97? Bon, ce que nous avons fait, même nous au niveau d'abord des Flammes, ce qu'on a essayé de faire, c'était un peu de mobiliser la communauté internationale d'abord pour faire comprendre ce qui se passait en Mauritanie. Bon, on a fait un grand travail dans ce sens avec nos amis d'ici, surtout de France qui étaient là parce qu'on avait aussi une section assez dynamique ici. Et au niveau du Sénégal, nous avons également essayé de mobiliser la communauté déportée. Parce qu'au Sénégal, vous savez qu'en 1989, il y a eu les déportations. Et les déportations où le HCR a recensé à peu près 60 000 négro-mauritaniens qui étaient donc déportés par le gouvernement mauritanien. Donc qui vivaient le long de la vallée du fleuve Sénégal. Donc toute cette masse-là de déportés, donc nous avions à l'encadrer, à la sensibiliser, à essayer de lui remonter le moral, en tout cas pour que les gens se préparent, en tout cas dans un truc de long terme, une bagarre de long terme, pour en tout cas que les gens se mettent dans la tête qu'il faudrait rentrer, qu'il faudrait préparer le retour. Donc c'était surtout ça un peu nos activités au niveau du Sénégal. Et comment vous conceviez le retour à l'époque? C'était le retour par la force ou le retour négocié ou c'était comment? Bon, j'avoue que pour nous, au niveau des Flammes, ce que nous avions voulu en réalité, parce que nous savons qu'en Mauritanie, il y a un tel déséquilibre aujourd'hui sur le plan du partage des pouvoirs entre les communautés, qu'il était évident que pour rétablir l'équilibre, il fallait avoir une certaine dose de violence dans ce que les gens faisaient. C'est pourquoi nous avons pensé à un moment donné qu'il fallait peut-être faire la lutte armée pour pouvoir équilibrer les choses. Bon, malheureusement, ça a donné ce que ça a donné. Mais en fait, c'est-à-dire que nous, ce combat-là qu'on menait au sein des Flammes, on le dissociait du combat des réfugiés. Parce que pour nous, les Flammes sont antérieures aux réfugiés. Parce que les Flammes sont nées en 83, avant qu'il y ait les problèmes de déportation. Parce que nous, le problème, c'était quoi? C'était que dans ce pays-là, il y a quand même une injustice criante qui était là. Il y a une marginalisation, une exclusion de la communauté noire et qu'il fallait y remédier. Donc c'était ça l'activité des Flammes. Mais le problème de déportés, c'est un problème qui est venu par la suite, qui justement est une conséquence pour nous de ce que nous dénonçons. Ce que nous dénonçons, c'est en fait qu'il n'y ait pas de partage de pouvoir entre communautés, qu'il y ait une monopolisation du pouvoir par une seule communauté. Et c'est cette monopolisation du pouvoir qui a fait que les déportations ont été possibles. Parce qu'il y avait un partage de pouvoir, ce ne serait pas possible de déporter les gens. Bon, donc nous, en tant que Flammes, c'est pour ça que nous nous battons. Mais les déportés, bon, c'est des personnes qui ont vécu une injustice, bon, qui cherchent à rentrer. Donc nous avons dû penser qu'au niveau des déportés, si un minimum de conditions sont réunies, les déportés peuvent rentrer. C'est-à-dire qu'il fallait tout simplement d'abord que la Mauritanie reconnaisse que les déportés sont des Mauritaniens et qu'ils puissent rentrer sous l'égide du HCR, c'est-à-dire que le HCR soit un garant de retour des gens et qu'une fois le retour fait, que chacun puisse avoir les biens qu'il a perdus, ou si les biens qu'il a perdus sont déjà définitivement aliénés, qu'ils puissent être justement indemnisés. Oui, mais précisément, on était en train de discuter dans la voiture en montant ici sur que sont devenus ces biens et ces terres qui ont été accaparés à ce moment-là. Est-ce que les villages ont été réoccupés et donc par d'autres gens ont pris la possession? Est-ce que c'est des commerçants à Nouakchott qui ont pris une part de la chose? Est-ce que c'est le gouvernement qui, en nationalisant l'ensemble de la terre, a
redistribué ou à prix CFA? Comment ça s'est passé? Il y a un peu de tout. D'abord, il y a les biens, par exemple, les biens mobiliers, les biens, par exemple, les maisons ou les vaches ou des trucs comme ça. Ça, les gens sont venus. C'est les gens qui sont venus prendre, les forces de l'ordre, souvent qui se les partagent. Ou ils viennent avec des gens, ils sont encadrés par des personnes qui prennent ça. Ils prennent vos biens, ils les amènent. Bon, maintenant, ce qu'ils en font, on ne sait pas, parce que si c'est quand même de grosses fortunes, c'est sûr que les gens qui sont au pouvoir, c'est sûr qu'ils vont y bénéficier aussi. Ça, c'est sûr qu'il y aura un partage. Maintenant, par rapport aux terres. Par rapport aux terres, en fait, il y a des villages qui ont été réoccupés. Il y a des villages, donc les gens sont partis. Il y a eu des gens, parce qu'il y avait des Haratines qui étaient en Mauritanie, nous au Sénégal, mais qui sont aussi partis. Donc ils ont profité de ce truc-là aussi pour faire réoccuper certains villages par ces gens-là. Donc ces villages sont occupés par les personnes, et les terres qui sont là sont généralement cultivées par ces gens-là. Par les Haratines, donc tu parles? Par les Haratines et par les Maures aussi, parfois. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu... Attends, je vais juste recadrer un peu, si je peux. Et je vais demander à... Ouais, attends. The problem is he doesn't speak very loud. Yeah, I know. And once the cries go up, they block him. Yeah. Are you still running? Yes, you go. Oui, ça va. Donc, on reprend là-dessus. Donc vous dites que par exemple, Oultaya, quand il a nationalisé, à un moment donné, il est passé une loi où il a nationalisé le foncier. Non, c'est pas Oultaya en fait, ça c'est Haïdallah. Ça s'est passé en 83. Oui. Il y a eu une loi, en fait, qui a dit que la terre retombait dans le domaine national. C'est-à-dire que les terres sont propriété de l'État. Les terres sont propriété de l'État, donc l'État en fait peut en faire ce qu'il veut. Mais ça, derrière cet esprit-là, cette idée-là, c'était en fait de vouloir redistribuer les terres donc de la vallée à ces commerçants morts qui ont de l'argent pour pouvoir investir. C'est ça qui a été fait, mais heureusement d'ailleurs finalement, c'est que ça n'a pas donné parce qu'en fait, il s'est trouvé que c'était de mauvais agriculteurs. Parce que souvent, ça n'a pas d'ailleurs donné, et finalement, je crois qu'ils ont finalement laissé tomber. Mais l'objectif derrière, c'était tout simplement d'exproprier les gens. Ça, c'est une loi, bon, mais heureusement qu'il ne s'est pas vraiment trop généralisée. Elle a surtout été faite pour l'ouest de la Mauritanie, c'est-à-dire le sud-ouest, c'est-à-dire la zone de Rosso, cette partie-là. Comme c'était plus proche donc des zones, des villes. C'est aussi une région d'où il y a beaucoup de gens qui sont partis. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc il y a ça. Mais ce que moi je voulais vous dire, c'est que comment s'opérer les déportations. Donc ce que font les forces de l'ordre, ils viennent donc la nuit, vers 3h, 4h du matin, ils encerclent les villages, vous voyez, ils rentrent dans les maisons, ils séparent les femmes des hommes, ils torturent, ils violent, ils font tout, ils arrachent vous voyez, les boucles d'oreilles des femmes, ils déchirent, ils prennent, et puis ils prennent les papiers d'état civil, ils déchirent, ou ils les brûlent, et puis après ils vous disent, voilà, vous prenez une tenue, et puis on vous met dans des voitures, si c'est loin du fleuve, si c'est pas loin du fleuve, on vous met dans des trucs pour traverser. Donc à ce moment-là, quand il y a des biens, ce sont les gens qui sont venus qui prennent ça. Bon, s'ils ne sont pas nombreux, il y a certainement d'autres qui viennent avec eux, donc ils prennent. Donc les gens, ils prennent tout et puis le partage, il se fait certainement après. Comment ça se fait le partage, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, tout qui est sûr, c'est qu'en fait, les biens sont aliénés par ces gens-là. Et les terres, vous dites, en fait, les tentatives de faire, parce que les tentatives de faire du commerce ou de grosses terrains agricoles, ça n'a pas marché. Globalement, ça n'a pas marché parce parce qu'en fait, l'objectif c'était en réalité d'exproprier les gens et de donner les terres aux grands commerçants, aux personnes qui, enfin, parce que les grands commerçants en Mauritanie, c'est en fait les cousins des hommes qui sont au pouvoir, hein, parce que c'est un peu comme ça. Donc, toi, tu es au pouvoir, tu as ton frère, il fait le commerce, donc vous vous arrangez pour en tout cas faire en sorte qu'ils prennent les biens de l'État. Donc, toi maintenant, tu es riche, tu as de l'argent, moi je suis au pouvoir, donc ce que j'en fais, voilà, on va faire en sorte que toi, tu puisses avoir encore des terres. Tu vas encore investir donc pour augmenter la richesse des gens. Mais enfin, globalement, moi, je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas été, mais globalement, les gens disent que ça a été quand même un échec. Globalement, ça a été un échec. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement, mais je pense que globalement, c'est un échec. Donc l'agriculture reste une agriculture irriguée un peu traditionnelle, comme ça? Oui. Avec les villages réoccupés? Ou pas? Oui. D'accord. Alors, après,
ces camps de réfugiés sur le Sénégal, ils ont été sous l'égide du HCR pendant un petit moment. Et puis en 94-95, l'HCR s'est retiré. C'est retiré complètement, oui. Et vous pouvez nous expliquer comment vous avez vu cette situation-là? Parce que vous étiez au Sénégal. Tout à fait, j'étais au Sénégal et j'étais en première ligne par rapport à ce truc-là. Bon, nous d'abord, ça nous a fait, c'est que ça nous a heurté. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas. Parce que pour nous, le HCR, c'est un organisme qui normalement doit défendre les réfugiés. Et de surcroît, les réfugiés de Mauritanie, ce n'est pas des réfugiés ordinaires, c'est des personnes qui sont déportées. Parce que les réfugiés, en général, ils fuient. Ils fuient soit les guerres, ils fuient les famines, ils fuient vraiment l'insécurité. Mais ces gens, ils n'ont pas fui, on les a fait partir. On les a pris de chez eux, on les a sortis, on les a fait partir. Bon, donc nous, on ne comprenait pas le désengagement du HCR. Mais Dieu fait bien les choses. Nous sommes tombés un jour sur une note confidentielle du HCR, parce qu'on avait une amie qui travaillait au HCR à Saint-Louis, à la sous-délégation de Saint-Louis, qui est tombée sur un document confidentiel. Tenez-vous bien ce document-là, qu'est-ce qu'il dit? C'est que la Mauritanie n'a pas accepté de faire des concessions malgré les interventions répétées du HCR pour reconnaître ces déportés et les reprendre. Puisque la Mauritanie n'accepte pas donc les pressions, finalement les Américains et les Français se sont entendus pour dire voilà ce qu'on va faire, c'est que nous on va faire ce que veut la Mauritanie pour amener les gens à rentrer. Parce que la Mauritanie a dit les gens s'ils ne rentrent pas c'est parce qu'ils sont assistés. Ils sont assistés donc ils ne rentrent pas. Donc il faut les laisser comme ça ils vont rentrer. Donc ils ont dit voilà on va donc laisser l'assistance et puis on va voir ce que ça va donner. Voyez-vous comment ça s'est passé? Donc finalement, ils ont cessé l'assistance, mais depuis, les gens sont encore sur place. Parce que les gens ont dit que non, nous, on a quand même des conditions que nous posons, et ces conditions-là, si elles ne sont pas remplies, nous ne pouvons pas, nous, en tout cas, partir comme ça. Dis-nous un peu comment ça s'est structuré pour les gens qui étaient réfugiés, là, parce que les villages, c'était des nouveaux villages qui étaient créés ou c'était des gens qui sont regroupés autour d'anciens villages qui existaient déjà? Comment ça s'est structuré? C'est-à-dire que le long de la vallée du fleuve Sénégal, on a mis les populations arrivées à côté des villages qui existaient déjà, ou des villes qui existaient déjà. Mais ils ont leur campement. Ils sont en dehors du village. Bon, ils sont en dehors du village parce que quand ils venaient d'abord, enfin, on les avait des tentes que le HCR a donné. Bon, plus tard, les gens ont construit, mais c'est à côté juste des villages ou des villes. Mais pas dans les villes, c'est comme ça que les gens sont structurés. Et comment les gens se sont sentis économiquement? Bon, vous savez, c'est difficile parce que au début, moi, je pense que le HCR, quand le HCR les aidait un peu, bon, c'est vrai que ça leur facilitait un peu la tâche, mais ce n'était pas suffisant ce que le HCR leur donnait même au départ. Parce qu'au départ, le HCR donnait à chaque personne 15 kg de sorgho, enfin 10 000. 15 kg seulement. Bon, ça ne peut pas tenir quelqu'un. Donc dès le départ déjà, les gens étaient obligés de travailler pour vivre. Donc quand ils sont venus, moi je crois que les gens sont venus dans l'esprit vraiment de travailler. Et actuellement, aujourd'hui, je crois qu'ils vivent pratiquement comme les Sénégalais, hein, qui n'ont pas d'assistance. Donc ils se sont débrouillés et ils ont... Ils ont de la terre ou... Non, justement. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de la terre, parce que la terre se trouve en Mauritanie, le plus souvent. Parce que même le problème, c'est que même, curieusement, c'est que même au niveau du Sénégal, les gens qui sont du côté du Sénégal ont des terres en Mauritanie. Parce qu'il y a plus de terres en Mauritanie qu'au niveau du Sénégal. Il y a 2 fois plus de terres en Mauritanie cultivables qu'au niveau du Sénégal. Donc les Sénégalais eux-mêmes, beaucoup de familles du niveau du Sénégal, ont toutes leurs terres du côté mauritanien. Vous, de votre point de vue dans les flammes, j'ai entendu dire que le projet de l'OMVS, le projet de valorisation du fleuve, était un facteur dans cette évacuation forcée. Est-ce que c'est votre avis aussi? Oui, c'est possible. À partir, oui, parce que moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, ceux qui sous-tendaient cette loi-là, c'était une façon d'exproprier les gens. Oui, on exproprie les gens à partir du moment où il y a le fleuve là qui a mis en valeur. Donc les eaux vont être maintenant importantes. Quand on a de l'eau, on peut irriguer. Donc la zone devient plus importante. Donc si on peut prendre, faire même pas sur les terres de la vallée, mais il n'y a pas mieux. On avait déjà tout. On avait le commerce, l'industrie et tout. Maintenant on prend l'agriculture, il ne reste plus rien. Au Mali, je me souviens à l'époque, on parlait aussi de voleurs de bétail qui étaient venus des réfugiés. Vous avez eu des échos là-dessus ou pas? Oui, je connais, j'ai vu des voleurs de bétail ici. Il y en a eu des voleurs de bétail. Il y a eu des voleurs de bétail, mais ce n'était pas seulement les réfugiés, les voleurs de bétail. Les voleurs de bétail, c'est des gangs qui étaient organisés, dans lesquels il y avait des déportés mauritaniens, c'est vrai. Il y avait des Maliens, il y avait des Sénégalais, il y avait des Mauritaniens. Donc ça, c'est pas un problème de déporté. Moi, j'ai eu ce problème-là au niveau du Sénégal, au niveau du truc où les gens voulaient faire passer le problème des vols comme des problèmes de déportés. Non, ce n'est pas vrai. Il y a eu des gangs où il n'y avait que des Sénégalais qui faisaient des vols ou des Maliens. Ouais, parce que c'est ce qui se discutait. Ah oui, bien sûr.
Donc, alors, revenons à votre carrière à vous. On va peut-être changer de cassette bientôt. 97, vous décidez de venir en France. Qu'est-ce qui vous pousse à faire cela? Bon, en fait, deux raisons. D'abord, la première raison, c'est vrai que la vie au Sénégal devenait de plus en plus difficile, il faut quand même dire la vérité. Les choses étant un peu longues, on a pensé que... En plus, on a surtout pensé qu'au niveau de la section européenne, qui était quand même une section très importante pour nous, elle commençait à s'essouffler. Commençait beaucoup à s'essouffler. Donc les gens ont pensé que le fait qu'il y ait quelqu'un, peut-être qui vient de Dakar avec une certaine expérience, pourrait peut-être apporter un sang nouveau aussi ici, pour permettre, parce que c'était cette section-là qui prenait en charge le mouvement. Donc parce que les moyens ne venaient que d'ici. Donc il fallait peut-être venir essayer de donner un souffle nouveau à cette section-là. C'est ça qui a expliqué un peu mon départ. Donc il y avait un truc, c'est vrai, personnel d'un côté, mais je trouvais aussi l'organisation, au niveau de l'organisation, les gens n'ont pas vu d'un mauvais œil que je puisse venir ici, dans la mesure où quand je venais, ce n'est pas pour me coucher, je ne venais pas pour m'applatir, non, mais je venais également pour m'investir dans la lutte, donc les gens ne voyaient pas ça d'un mauvais œil. D'accord, parce que Dakar, c'est quand même, on imagine, une section importante pour les flammes, puisque vous êtes juste à côté de... Oui, tout à fait. C'est incroyable. Comme le bureau, tout le bureau et tout là-bas, il y avait le président et tout. Donc moi, à la limite, on pouvait m'envoyer ici un renfort. D'accord. Ok. On va peut-être arrêter là. Ok, vas-y. Ta question. Ok. Quand la commission des réfugiés, ils ont compris qu'en fait, malgré ce qu'ils disent le gouvernement mauritanien, les réfugiés ne sont pas rentrés en Mauritanie, ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas changé leur politique. Oui, mais parce qu'en fait, c'était un prétexte. C'était un prétexte en réalité, parce que ce n'était pas logique d'ailleurs. Parce que moi, je pense que les déportés ou les réfugiés en général, le HCR, qui est un organisme qui normalement doit défendre les réfugiés, dans son programme, le HCR a deux phases. Il y a une première phase qu'on appelle une phase de... comment on appelle ça? C'est une première phase où c'est l'assistance, on assiste les gens. Il y a un nom qui, pour déjà, il va me revenir. Mais normalement, quand ça dure, il y a une deuxième phase, durant laquelle le HCR doit aider les déportés ou les réfugiés à pouvoir se prendre en charge, en les aidant à mettre en place des projets générateurs de revenus. Donc la première phase, c'est la phase d'urgence, on appelle ça la phase d'urgence, durant laquelle il faut aider les gens. Mais après, il y a une phase où on doit chercher à insérer les gens. Malheureusement, au niveau du Sénégal, c'est que le HCR n'a pas eu ces phases-là. Malgré que le temps se soit, parce qu'entre 89 et 95, il y a quand même 5 ans. Donc on aurait déjà pu mettre en branle une phase qui va aider les gens à mettre en place des projets. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et le HCR n'avait pas le droit de laisser les déportés comme ça, les réfugiés comme ça, sans les aider à pouvoir trouver des projets pour se prendre en charge. D'autant plus qu'ils n'ont aucune terre, ils n'ont rien, comment ils vont vivre? Donc finalement, c'est quelque chose d'absurde. Et donc en fait, moi je pense que ce truc-là, c'était leur dernier souci. Savoir est-ce que les gens sont partis ou pas partis, ils s'en foutaient, les gens de HCR. Parce que tout simplement, le problème, c'est qu'à un moment donné, les États-Unis faisaient pression sur la Mauritanie, parce que la Mauritanie avait une position qui était alignée sur l'Irak. Mais depuis que la Mauritanie a cessé d'avoir cette position-là, les Américains qui ne cherchent que leur intérêt, finalement, ont rejoint la France qui soutenait la Mauritanie. Donc, ils ont soutenu la Mauritanie et ils ont exigé au HCR d'arrêter de soutenir les gens. C'est tout. Sur cette question-là, sur la question du soutien à Saddam Hussein, qui était la Mauritanie, était un de ses seuls alliés pendant la première guerre du Golfe. Là. Suite à cet échec de Saddam Hussein, il y a eu des tentatives dites de libéralisation et d'ouverture par la part du régime Moultaya. Comment est-ce que vous, dans les flammes, vous avez analysé ces tentatives? Vous pensiez qu'il y avait quelque chose, une réelle ouverture possible sous son régime ou pas du tout? Non, ce n'était pas possible. Le Taya, moi je pense que Taya, son régime était condamné et c'était impossible que Taya fasse une réforme qui puisse en tout cas aller dans le sens d'une ouverture réelle en direction des gens. Il ne pouvait pas le faire. Et il a montré qu'il ne pouvait pas le faire. Parce que souvent il jouait à chauve-souris, on avait l'impression que... Non, Taya, son truc était clair. Moi je pense que Taya ne s'est jamais ouvert, il ne pouvait pas s'ouvrir. Parce que le problème c'est qu'il était entouré par des gens qui ne pouvaient lui dire que ce qu'il voulait entendre. Donc, la preuve, c'est qu'on est en train de vivre maintenant. D'accord.
Donc, en 97, vous venez en France avec 3 enfants? Non, même 4. D'accord. Avec 4 enfants. Et vous vous installez ici. Racontez-nous un peu comment. Bon, d'abord, je suis venu seul. Je suis venu donc le 11 septembre, je suis arrivé ici. Bon, j'ai eu mes papiers, donc le statut de réfugié au mois de janvier. Bon, quand j'ai eu mon statut au mois de janvier, j'ai commencé à faire des démarches pour faire le regroupement familial. J'ai commencé mon regroupement familial, je crois, au mois de mars ou au mois d'avril. Et finalement, ma famille est venue pratiquement un an après. Ils sont venus au mois de juin, le 2 juin 1999. Ils sont venus au mois de juin 1999. Bon, vous avez pu travailler? Non, j'ai travaillé déjà avant qu'ils n'arrivent. J'ai commencé à travailler au mois de janvier 1999. D'accord. Ouais, donc j'ai trouvé un poste de formateur dans un centre de formation ici. Et quand ils sont arrivés, je n'avais pas de maison. Donc j'ai mon frère médecin là qui avait en 2 pièces au Muro. Donc on a habité là-bas presque pendant un mois. Et une association qu'on appelle le GAS, Groupe Accueil et Solidarité, m'a prêté une maison à Antony. Pendant un mois également. Entre-temps, j'ai trouvé cette maison-là. D'accord. Donc en fait, l'insertion physique s'est passée sans trop de problèmes. Oui, je crois que j'ai eu plus de chance que beaucoup de gens. Ouais. J'ai eu plus de chance que beaucoup de gens. Et vous avez continué avec le même métier, le même travail, formateur, dans le social ou depuis que je suis là? Oui. Jusqu'à présent, je suis dans le même centre. Donc vous avez laissé tomber l'enseignement, la physique, la science? Oui, un peu à regret, parce qu'en fait, j'ai été contacté par l'Académie de Créteil. Enfin, c'est moi qui les ai contactés en réalité, parce qu'on a recruté des professeurs. Et j'avais été retenu pour enseigner. Mais finalement, au moment où on me retenait déjà, j'étais déjà engagé à APF. Et comme c'est quelqu'un que je connaissais un peu, que j'ai connu par des relations, qui dirigeait le centre à l'APF, j'ai préféré rester là-bas. Bon, je ne sais pas finalement, peut-être que j'ai mal fait, je ne sais pas, mais... Ouais. En tout cas, ce n'était pas le premier de vos soucis, je suppose? Non. Le premier de vos soucis, c'était toujours les femmes? Tout à fait. J'étais toujours, en tout cas, mon engagement dans cette lutte-là. Donc, l'essentiel pour moi, c'était quand même trouver quelque chose qui me permette de gagner ma vie. Et aussi, c'était pas trop contraignant au niveau du centre de formation. C'est-à-dire que je pouvais aménager mon travail en fonction de mes activités. J'avais plus de temps. Vraiment, c'était très flexible. En tout cas, jusqu'à une certaine période. D'accord. Mais ici en Europe, est-ce que vous... Parce qu'on est maintenant quand même... Bon, on fait le grand saut, à moins que vous avez des choses particulières à raconter sur... Parce qu'Oultaï, elle a continué jusqu'à août dernier, son régime à peu près de la même façon. Hein. On imagine que la situation dans les villages du fleuve Sénégal, dans certains villages en tout cas, la situation a dû quand même être plus difficile. Ah oui, ah oui. Oh, c'était trop difficile. C'était trop difficile au niveau des villages. Mon père, personnellement, il a eu des problèmes pendant ces années-là de 89, 90, 91. Ah oui, c'était tout le temps les policiers qui venaient, qui bastonnaient les gens, qui racketaient les gens. Mais oui, ça c'est toujours été comme ça. Durant toute la vallée. Du côté mauritanien, bien sûr. Du côté mauritanien. Et moi, en fait, ce à quoi je pensais, c'était les villages côté sénégalais. Ah, côté sénégalais. Vous parlez des conditions de vie, des déportés. Oui. Ah oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, nous, quand il y a eu cette mesure-là d'arrêter les vivres, moi, j'étais à l'époque membre d'une association qu'on appelle AMRS, l'Association des Mauritaniens réfugiés au Sénégal. L'Association des Mauritaniens réfugiés au Sénégal. Et j'étais le premier président de cette association-là. Donc, quand on a entendu cette mesure-là, il y avait une autre association qu'on appelle l'ARMS, l'Association des réfugiés mauritaniens au Sénégal, et une autre association qu'on appelle l'Association des Mauritaniens de défense des droits de l'homme. Nous nous sommes regroupés et on a fait une mission le long de la vallée du fleuve Sénégal, de Dagana jusqu'à Bakel. On est allé pratiquement dans tous les camps. Nous avons vu les déportés. Nous leur avons dit, voilà, la situation est celle-là. Aujourd'hui, le HCR a décidé, sous la pression de la France et des États-Unis, de couper les vivres. Donc maintenant, il faudrait qu'à notre niveau, on essaie d'envisager l'avenir. Parce que la Mauritanie a dit que si les vivres sont coupés, les gens ils vont rentrer. Donc le HCR a coupé les vivres. Donc il faudrait que par rapport à ça, que vous vous déterminiez.
Ils nous ont répondu tous que pour nous, il n'est pas question de rentrer dans ces conditions-là. Nous avons nos revendications auxquelles nous tenons. D'abord qu'on reconnaisse que nous sommes des Mauritaniens, parce que de tout temps, le gouvernement mauritanien a dit que ce n'est pas des Mauritaniens, c'est des Sénégalais, et que le Sénégal les utilise pour avoir des vivres. Donc, il faut d'abord que la Mauritanie reconnaisse que nous sommes des Mauritaniens. Et que deuxièmement, que la Mauritanie accepte que nous puissions rentrer sous l'égide des HCR. Et que troisièmement, nous puissions récupérer les biens que nous avons perdus ou que nous soyons justement indemnisés. Et qu'en dernier point, il ne faudrait pas que, puisque nous avons été déportés au Sénégal, qu'on soit victime d'exactions par la suite. Donc ça, c'est les 4 conditions que les déportés ont posées. Donc ils ont dit, voilà, nous avons des conditions. Donc si aujourd'hui on se réveille et on part, c'est qu'on va donner raison à Taya qui dit que nous on est là uniquement pour les vivre. Or, nous ne sommes pas là uniquement pour les vivre. Donc on va tenir. Donc nous avons décidé, pendant cette tournée-là, c'était au mois de décembre, nous avons dit qu'au mois de mars-avril, on va refaire une même tournée dans la vallée pour voir. Parce que quand même, il y aura eu 3 mois qui sont passés sans dotation. Donc on verra dans quel état d'esprit encore les gens y sont. Pour voir est-ce qu'ils ont encore le même discours ou est-ce qu'il faut réévaluer la situation pour voir est-ce que nous on peut lâcher de l'Est pour éventuellement essayer d'organiser un quelconque retour avec le HCR, voir comment on peut faire. Mais malheureusement, entre-temps, l'autre association, l'association des réfugiés mauritaniens au Sénégal, l'AMRS, a pris à son niveau tout simplement la décision donc de faire partie des déportés sans nous consulter et sans consulter l'association des droits de l'homme. Donc ils ont dit que voilà, ils sont partis, ils ont vu le HCR était d'accord pour leur donner des voitures et que tous ceux qui voulaient partir, ils ont donné une date, c'était le 19 quelque chose, je ne sais pas, 19 avril, je ne sais pas, que tout le monde, jeudi 19 avril, que les voitures allaient venir pour prendre les gens pour les amener au fleuve. C'était en 95? En 95. Ouais. Malheureusement pour eux, quand ça s'est passé, le HCR, je crois que le HCR était d'accord à un moment donné, mais il y a eu une fuite et la presse en est saisie. Et quand la presse en a parlé pour dire qu'eux étaient d'accord avec le HCR pour ramener les gens, le HCR a dit non, on n'est pas d'accord. Donc le HCR s'est retiré et finalement, ils n'ont pas pu organiser le retour qu'ils voulaient. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes, il y avait des gens, mais ils n'étaient pas nombreux, ils n'étaient pas majoritaires, mais il y avait quand même des camps qu'ils contrôlaient et que les gens étaient prêts à partir. Et malheureusement, ils n'ont pas pu faire partir les gens là ce jour-là. Mais par la suite, quand même, ils ont décidé de rentrer en Mauritanie. Donc ils ont dit que voilà, maintenant on en a marre, nous on rentre en Mauritanie et ils sont rentrés. Depuis, ils sont en Mauritanie, d'ailleurs jusqu'à présent. D'ailleurs, leur président Saramadou, il a parlé au mois d'octobre là, pour dire que voilà, il fallait que leurs problèmes soient réglés. Parce qu'il y avait le problème des déportés qui étaient revenus, c'est vrai, et que les autres sont au Sénégal, il fallait aussi régler le problème des déportés qui étaient revenus en Mauritanie. Il y a combien de gens qui restent là maintenant sur le fleuve? Sur le fleuve. Sur le fleuve. C'est assez difficile à dire parce que moi, je n'ai pas de truc très fiable. Mais au niveau des HCR, les sources des HCR, je crois que ça fait autour de 38 000 personnes. Donc à peu près la moitié. Voilà. Mais quand même un nombre significatif. Tout à fait. Et en tout, les gens qui ont fui la Mauritanie ou qui ont quitté la Mauritanie d'une manière ou d'une autre suite à ces incidents en 85, 90, vous estimez à combien dans les flammes? C'est difficile à dire, mais en fait, nous, on a tendance souvent à dire que ça fait au moins 120 000 personnes. Ça, c'est il y a des communautés dans beaucoup de villes. Oui. Au minimum 120 000 personnes. Parce qu'au niveau du Sénégal, le HCR déjà avait recensé 60 000 personnes. Et au niveau du Mali, je crois qu'ils avaient recensé 18 000. Et au niveau du Mali, il y a des zones qu'ils n'avaient pas pu voir. Et eux-mêmes, ils l'ont dit dans le rapport, que le rapport ne couvrait qu'une partie de la zone. Parce qu'il y avait une zone qui était assez difficile à atteindre, qu'ils n'ont pas pu atteindre. Donc eux, ils avaient recensé donc 18 000. Donc 18 000 et 70 000. Et 60 000, ça fait déjà presque 80 000. Bon, 80 000, sans compte les gens qui n'ont pas été vus au niveau du Mali. Donc ça fait... C'est sûr qu'au bas mot, c'est sûr qu'il y a eu plus de 150 000 personnes qui ont quitté la Mauritanie. Parlons un peu du bilan des flammes. Là. La plus grande réussite des flammes, c'est d'avoir continué à exister, non? Oui, c'est déjà ça. Non seulement avoir continué à exister, mais en tout cas avoir surtout mis, je crois, sur la place publique un problème que les autorités mauritaniennes ont toujours tendu à cacher. Cette marginalisation, cette répression, cette ségrégation de la communauté noire en Mauritanie a de tout temps été cachée par les autorités mauritaniennes, depuis l'indépendance. Et ça, les flammes l'ont quand même sorti. Et je pense que ça, au moins, c'est un acquis non négligeable des flammes. Et en opposition à d'autres groupes qui sont, je pense à l'UFP ou d'autres, qui sont quand même aussi dominés par des négro-africains, je crois. Pas du tout. Pas du tout. L'UFP n'est pas dominé par des négro-africains, pas du tout.
Le patron de l'UFP, c'est Mouloud. Le deuxième, c'est pas Bokar Moussa, c'est le premier vice-président, mais en fait, c'est Mouloud et Berdedine qui sont les patrons de l'UFP. Non, ces nègres-là, ils ne peuvent pas être quelque chose en Mauritanie devant les Maures. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est un complexe qu'ils ont, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ok. Nous avons eu un coup d'État au mois d'août. Donc, avec un comité militaire qui se dit, qui se fixe comme objectif le retour du pouvoir à un gouvernement civil et l'organisation d'élections. Comment vous analysez la situation depuis le mois d'août 2005? Bon, moi je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je pense qu'on ne peut pas dire que rien ne s'est passé. Je pense que déjà le départ de Taya est en soi quelque chose d'important pour le peuple mauritanien. Parce que le fait que Taya soit là, c'est sûr que c'était un blocage incontournable de la vie politique mauritanienne. Maintenant, moi je pense que ça ne suffit pas. Le fait que Taya soit parti, je pense que ça aurait dû être l'occasion au peuple mauritanien de pouvoir se réconcilier avec lui-même et de pouvoir prendre en charge de façon concrète les véritables problèmes qui sont posés à son existence. Je parle du problème de la cohabitation et du partage du pouvoir, ce qui est un problème réel quand on est dans un pays. Je pense au problème de l'esclavage, c'est un problème qui devrait être résolu. Je pense à d'autres problèmes qui sont moins importants, mais qui peuvent quand même trouver une solution, parce que c'est des problèmes, c'est des conséquences en réalité, tels que le problème des déportés et le passif humanitaire. Je pense que ces problèmes-là, vous aurez pu trouver une solution dans le cadre d'une transition concertée entre les acteurs politiques mauritaniens. Et je pense que ça aurait aidé la Mauritanie, ou en tout cas lui épargner, moi je pense, des lendemains qui ne sont pas tellement sûrs. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on vit un peu sur une poudrière. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la frustration, je pense que la frustration, en tout cas de la communauté noire, est telle qu'aujourd'hui, et aussi Haratine, est telle qu'aujourd'hui, on ne sait pas réellement où ça peut mener les gens. Parce que tout simplement, je pense qu'il y a une telle désinvolture par les nouvelles autorités dans la façon de poser les problèmes, mais surtout de poser les objectifs et les priorités. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas seulement d'organiser des élections transparentes. C'est vrai que ça fait partie dans la construction d'un état de démocratie, d'un état de droit. Mais je pense que ça doit reposer sur quand même un assainissement d'une situation. Parce que la Mauritanie a vécu une situation de crise très grave et une cassure qui a existé au sein de ces communautés-là. Je pense qu'il aurait d'abord fallu essayer d'abord de colmater les choses et faire reposer sur ça justement ces principes-là qui sont des principes essentiels, n'est-ce pas, de construction d'une démocratie. Parce que je ne pense pas seulement que des élections démocratiques puissent résoudre les problèmes que nous avons en Mauritanie. Non. Parce que moi, j'ai toujours en tête ce qui s'est passé aux États-Unis, le Katrina, la tempête là qu'il y a eu. Dans cette zone, ce qu'on a vu en fait... On va reprendre là. Oui, parce que c'est vrai. Ça va être difficile. Je pense toujours aux États-Unis. Oui. Vous pouvez commencer avec ça. Oui, le Katrina là, c'est quoi? C'est une tempête, c'est pas une tempête, comment ça s'appelle ça? L'ouragan. Voilà. Donc l'ouragan Katrina a montré quelque chose aux États-Unis, moi, qui m'a beaucoup frappé. Bon, parce que quand il y a eu ces départs, vous voyez, ce qu'on a vu en fait sur place, on a presque vu que des Noirs. Il n'y a fait que la communauté noire qui était là, parce que finalement les gens ne sont pas partis, parce qu'ils ne pouvaient même pas partir. Parce que pour beaucoup, ils n'avaient même pas les moyens de partir. Et pourtant, c'est des gens qui votent. Et aux États-Unis, les élections sont transparentes. Mais ce n'est pas la base, ce n'est pas ça qui résout les problèmes. Donc moi, je pense que c'est bien qu'on organise des élections transparentes. Je pense que c'est bien qu'on essaie de moraliser la vie politique. Et en plus aussi, il y a quelque chose que ces gens disent qui est incohérent et qui n'est pas acceptable pour quelqu'un qui, en tout cas, au moins, qui a un peu de justice dans son cœur. Comment on peut dire que tout ce qui s'est passé avant aujourd'hui, on va mettre une croix dessus et on va repartir de maintenant? Comment est-ce que quelqu'un, un homme d'État, comment est-ce qu'il peut raisonner comme ça? Moi, je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites. Il y a eu des fautes très graves qui ont été faites en Mauritanie et qui ont été faites au nom de l'État mauritanien. Je pense que la moindre des choses aurait été que les gens qui ont pris le pouvoir, qu'ils assument cette responsabilité-là et qu'au nom de l'État mauritanien, ils demandent pardon aux gens et qu'ils essaient de
trouver une concorde entre les populations. C'était possible. Parce que moi, je pense que ce qu'il faut que les gens sentent tout simplement, c'est qu'il y a une volonté de construire ensemble. Mais si en fait on sent qu'il y a une volonté de minimiser, d'humilier, parce que je pense que leur comportement jusqu'à présent a été en fait d'humilier la communauté noire. En prenant les problèmes de cette façon-là, je pense qu'ils ne pouvaient pas humilier les gens encore mieux que de cette façon-là. Donc je me dis que c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est bien tout ce que les gens sont en train de faire, mais je pense que tout ça devait reposer d'abord sur quelque chose qui aurait consisté d'abord à apaiser les esprits et les cœurs d'abord, en essayant de réduire cette cassure qu'il y a eu au sein des communautés. Vous pensez qu'il faut une commission réconciliation, un peu comme en Afrique du Sud? Ouais, ça c'est juste un moyen. Ça peut être ça. Ça peut être autre chose qu'on peut imaginer. Mais ce que moi je pense qui est important, c'est cette volonté qui doit exister, n'est-ce pas, de ramener les gens à se parler, ramener les gens à comprendre que nous sommes ensemble et que nous avons une communauté de destin. Et que cette communauté de destin, il faut qu'on l'accepte. Et pour qu'on l'accepte, il faut qu'on sente dans ce pays-là, il y a eu des choses qui sont faites et qu'il faut en regret. Parce que sinon, comment quelqu'un qui a perdu son père, qui a perdu son fils, qui a perdu un parent dans sa famille, comment il peut accepter, comment il peut comprendre que les gens disent aujourd'hui, venez, on va faire des élections, venez, on va faire des élections sans ramener les déportés, venez, on va faire des élections sans parler du passif humanitaire, des gens qui ont été tués, injustement tués. On ne peut pas comprendre ça. Ce n'est pas compréhensible. Et je pense que c'est une faute lourde qu'Eli est en train de faire ici. Les gens disent qu'il a peur. Il a peur parce qu'il est responsable. Mais raison de plus, moi je pense que c'est d'autant plus qu'il est responsable qu'il aurait dû prendre le devant, demander pardon à la nation mauritanienne. Et je pense qu'il avait demandé pardon, les Mauritaniens dans leur ensemble allaient lui accorder son pardon là, et il aurait eu à ce moment-là une amnistie définitive et perpétuelle. Mais il ne peut pas s'auto-amnistier, parce que ça, ce qu'il est en train de faire, peut être remis en question, et je ne peux pas comprendre que ça ne puisse pas être remis en question. Donc je pense qu'il est en train de faire des erreurs très graves, alors qu'il aurait pu vraiment être un très grand homme, en sauvant la Mauritanie, en étant vraiment, en posant les jalons d'une société vraiment plus juste, plus solidaire. Mais malheureusement, je pense que je n'ai pas compris comment, qu'est-ce qui a en tout cas poussé à agir de cette façon-là. Mais je pense qu'il y a un peu là-dedans le fait de vouloir humilier les gens. Je pense. Sauver sa propre peau, non? Mais non, c'est pas comme ça qu'il sauve sa peau. Il aurait sauvé sa peau en demandant pardon, c'est fini. Les gens ne reviendraient plus sur ça. Maintenant, il ne sauve pas sa peau. Il va quitter le pouvoir, Quelqu'un peut le tuer pas comme ça. Non, il ne sauve pas sa peau comme ça. Au contraire, il se met en danger. Il se met en danger. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, il ne dit pas ça, parce que dans le comité, il y a des gens qui ont été nommément cités parce qu'ils ont été tortionnaires. Mais moi, je crois que c'est le meilleur moyen de trouver une solution. C'est de dire que c'est vrai, il y a des choses qui sont passées. Des choses graves sont passées dans ce pays-là. Mais ces choses-là, on les met toutes sur le dos de Taya. Parce que quand même, Taya est le véritable responsable en tant que premier chef. Et que tout le monde agissait dans ce truc-là parce que tout le monde avait peur. Parce que tout le monde avait peur. Bon, ce n'est pas une raison. Parce que quand même, il y a quand même une responsabilité quand on est homme. Mais je pense que quand on demande pardon, ça s'est passé comme ça, on regrette. Je pense que les gens, parce que quand même les gens veulent la paix, je pense que les gens auraient pu quand même accepter peut-être de poser les points sur ça. Mais que maintenant, je pense que rien n'est réglé et que tout est remis à demain. Ce coup d'État, est-ce que vous pensez que c'était à cause des pressions pour le changement dans le peuple mauritanien que ça a eu lieu, ou est-ce que c'est lié aux nouvelles richesses du pétrole et l'importance d'avoir une respectabilité internationale? Comment vous l'avez dit? Je pense que c'est peut-être un peu lié aux deux, mais je pense surtout, je pense qu'eux, ils ont fait le coup. Parce que s'ils ne faisaient pas le coup, il y aurait eu un coup dans lequel ils allaient perdre leur vie, ou en tout cas, s'ils ne perdent pas leur vie, ils vont perdre tout ce qu'ils ont eu. Donc ça, c'est sûr, déjà, c'était pour se prémunir. Bon, maintenant qu'il y a eu par rapport au pays, je ne pense pas, parce qu'Eli, c'est l'homme le plus riche de Mauritanie. Donc de toute façon, lui, maintenant, c'est pas la richesse qui est le truc, c'est le plus riche de Mauritanie. Donc c'est pas... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et la stratégie des flammes maintenant, est-ce que vous allez contester ces élections? Est-ce que vous avez fixé une ligne par rapport à une existence en Mauritanie ou pas? Si, le Congrès a fixé une ligne. Bon, le Congrès a retenu en fait que la non-implication des flammes dans ce processus-là, parce que tout simplement, les flammes pensent que ça n'a pas été fait comme ça devait être. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça devait reposer sur quelque chose d'abord. Et que si ce n'est pas fait ça, c'est faussé d'avance.
Donc pour les flammes, c'est ça. Bon, c'est une ligne que moi je ne partage pas trop. Enfin, je suis d'accord sur le fond, sur cette ligne-là. Mais je me dis que quand on fait de la politique, je pense qu'on est obligé d'être réaliste. Il faut être réaliste. Je pense que c'est une position qui est à la limite peut-être juste, mais qui n'est pas réaliste. Qui n'est pas réaliste. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui en Mauritanie est quelque chose qui devait être saisi par les flammes pour essayer de voir dans quelle mesure, quels moyens nous avons aujourd'hui pour pouvoir influer sur ça. Parce que quand on fait de la politique, on agit sur les hommes, on agit sur les masses, on agit sur le nombre. Donc si on a un discours qui n'est pas entendu par les gens, pour lesquels on entend se battre, pour moi, ça n'a pas de sens. Vous pensez qu'un retour des réfugiés est envisageable dans l'année qui vient? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des pressions qui s'exercent sur l'État mauritanien pour que ça se fasse. Mais c'est sûr que l'État mauritanien résiste. Maintenant, jusqu'où vont aller les pressions, jusqu'où va aller la résistance de la Mauritanie, c'est là la question. Donc on ne peut pas savoir. Moi, je pense que c'est une question de rapport de force qui va s'exercer. Si les pressions continuent, et je pense que là, notre rôle est de faire en sorte que les pressions continuent et qu'elles s'amplifient, je pense qu'ils vont être obligés de céder. Vous êtes dans un groupe de coordination de l'opposition. Oui. On appelle le Forum de l'opposition mauritanienne en exil. D'accord. Et qui a aussi une base en Mauritanie même, ou c'est par définition en exil? Surtout en exil en réalité, même si à notre sein, il y a quand même certains partis qui sont représentés en Mauritanie. Mais notre action est surtout à l'extérieur. Moi, c'est bon, hein? Oui. Mais moi, je voulais juste... vous avez dit qu'il y avait des réfugiés du Sénégal qui sont retournés en Mauritanie. Comment ça s'est passé? Ils sont où, ces gens-là? Mais ils sont là-bas, ils n'ont pas eu leur papier, ils n'ont pas eu leur travail, ils n'ont pas eu leur maison, ils n'ont rien eu. Parce qu'ils ont dit qu'il y a 30 et quelques qui sont rentrés. 32 000, je crois, je ne sais pas, 32 000 à peu près. Bon, sur ces 32 000-là, il y a moins de 500 qui ont recouvré tous leurs droits. Il y a moins de 500. Je crois qu'ils avaient dit 200 et quelques. Donc il n'y a rien, c'est des gens qui sont de véritables réfugiés encore dans leur pays. Et alors, ils vivent où? Ils vivent comme les autres, ils vivent. Bon, à Mauritanie, la famille est étendue. Vous allez vivre chez votre cousin, vous vivez par là. Bon, ils peuvent aussi se débrouiller un peu s'ils ont des métiers à faire, s'ils peuvent faire des trucs. Mais dans tous les cas, ils vont travailler sans avoir de papier, sans avoir ce qu'ils avaient leur poste, parce que c'est des gens qui travaillaient et n'ont pas retrouvé leur travail, sans avoir de maison s'ils avaient leur maison. Donc, c'est des gens qui vont se débrouiller pour vivre. Et comment ça va se passer avec les autres réfugiés quand ils vont rentrer? Parce que les gens, il y a des autres gens dans la maison qui cultivent le terre, oui. Ils ne vont pas abandonner ça. C'est pourquoi les Mauritaniens ne veulent pas même procéder au retour des gens. Mais je pense que tout ça, c'est des problèmes qui sont mineurs. Parce que moi, je pense que quelqu'un qui habite la maison de quelqu'un d'autre, il ne peut pas continuer à habiter la maison de quelqu'un d'autre si ce quelqu'un d'autre vient. Si ce n'est pas le pouvoir qui le met là. Si le pouvoir veut que ces gens qui occupent les maisons des autres, ils vont sortir. Parce que ça fait longtemps quand même qu'ils auraient pu trouver des moyens de trouver des choses. Si en tout cas, on ne voulait pas les faire aliéner les biens des gens. Donc c'est ça qui montre qu'il n'y a pas de volonté du pouvoir pour que les gens reviennent. Vous-même, vous avez pu retourner à Xinjiang depuis? Non. Enfin, je suis allé, c'est vrai. Une fois, je suis allé pour 24 heures quand j'ai perdu ma mère. Donc j'étais encore au Sénégal. Moi, je suis allé, j'ai passé la nuit, je suis revenu. Bon, on arrête pour l'instant.